Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous politique en campagne, une émission proposée par Val de Loire TV et la Nouvelle République pour vous permettre de suivre la campagne des élections municipales au plus près. En plateau avec moi, Luc Bourriane, directeur de la rédaction, et Henri Brissot, responsable départemental de la rédaction de la Nouvelle République en Loire-et-Cher. Bonjour messieurs, bienvenue à vous. Bonjour Mickaël. Nous accueillons pour cette nouvelle émission Marc Gricourt, maire PS de Blois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, à Blois, plusieurs candidatures sont déclarées ou pressenties. Gildas Vieira pour un centre-gauche, Mathilde Desjonquières au centre-droit, Malik Benakcha à droite et une candidature RN encore inconnue pour le moment. Marc Gricourt, et vous, êtes-vous candidat pour un 4e mandat? Oui, je serai candidat pour un 4e mandat. Vous avez pris votre décision il y a longtemps, il y a peu? Alors, définitive, on va dire, cet été. C'est une décision évidemment individuelle, puisqu'elle appartient à celui ou celle qui s'engage comme tête de liste dans une campagne électorale municipale. Mais ça a toujours été, me concernant, une décision collective. Mes collègues pourraient vous le confirmer, en témoigner. Je n'ai jamais écarté aucune hypothèse. Et y compris l'hypothèse de ne pas être candidat, d'être en soutien de mes collègues, mais partageant avec eux les perspectives depuis de nombreux mois, depuis même plus d'un an, très majoritairement, j'ai envie de dire presque unanimement d'ailleurs, dans un contexte politique d'instabilité nationale que nous connaissons, leur préoccupation était de garantir, comme je le souhaite, au maximum, essayer de garantir de la stabilité, de la sécurité, de la rassurance pour nos concitoyennes et concitoyens, et de continuer à porter tous ensemble cette responsabilité. Donc, je l'ai fait avec, comme toujours, responsabilité, avec le soutien de mes collègues et puis avec aussi, ce qui a compté, c'est le message plus que dans les précédents scrutins, des Blésoises et des Blésois que je rencontre quotidiennement sur les marchés, sur leur lieu de travail, dans des rencontres sportives, des temps culturels, qui spontanément, depuis un an, viennent vers moi avec cette attente d'une candidature liés à l'appréhension qu'ils ont de créer localement une instabilité qu'on connaît nationalement et qu'ils ne souhaitent pas. Alors on va s'intéresser évidemment à votre candidature tout au long de cette émission. Un petit rappel des derniers résultats. Tout d'abord, pour nos amis téléspectateurs, en 2008, vous l'emportiez face à Nicolas Perruchot. Vous gagnez le second tour en 2014 lors d'une triangulaire où le FN était présent. Et puis en 2020, vous êtes élu au premier tour. Depuis, les résultats pour le PS et la gauche sont un peu moins bons à Blois. L'effondrement de la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle se confirme dans votre ville. Aux législatives, la gauche n'est pas qualifiée au second tour. Et aux européennes, la liste Glucksmann est deuxième derrière celle menée par le RN. Marc Gricourt, vous venez de nous annoncer que vous allez solliciter une 4e fois le vote des Blésois. Mais quel premier bilan tire-t-il de vos mandats? Et tout d'abord, vous reconnaissent-ils, nous leur avons posé ces questions lors d'un micro-trottoir à Blois. 1, 2, 3. Ça, c'est le maire, M. Gricourt. Peut-être le maire de Blois. Oui, c'est notre maire, Marc Gricourt. Le maire de Blois. Oui, là, je le reconnais. Ah bah oui. Qui est-ce alors? Marc Gricourt, voilà, qui va se présenter. Enfin, je ne sais pas s'il veut se présenter. Marc Gricourt, le maire, Parti socialiste. Qu'est-ce que vous pensez de sa politique menée dans la ville de Blois? Je trouve que, comment dire, il y a une réussite, c'est les jardins sous le château, là, devant l'église Saint-Vincent. Ça, c'est vraiment une très belle réalisation. Il a fait des très bonnes choses, mais je le connais un petit peu. Il sait que, bon, il y a des petites choses. Je l'attends encore au rendez-vous. Les bords de Loire, particulièrement où j'habite, peut-être sentiment d'être un petit peu laissé pour compte un petit peu. Tout ce qui est piste cyclable pour les vélos, c'est fait mais pas bien fait pour moi. Il y a des tas de portions, on ne sait pas où aller, etc. quand on se balade à vélo. J'ai l'impression que Blois, il n'y a plus personne, vous voyez que ce que je vois, il n'y a pratiquement plus de magasins, tout ferme en fait.
C'est ça qui est dommage. Il y a vraiment une question, on est en centre-ville, de revitalisation du centre-ville, qui, je sais que c'est un chantier que la municipalité a essayé de prendre à bras le corps, mais les résultats pour l'instant se font sérieusement attendre. Alors vous aurez le loisir de répondre à l'ensemble des thématiques soulevées par vos administrés au cours de cette émission, mais pour le moment, c'est à vous, messieurs. Alors Marc Gricourt, vous êtes donc désormais officiellement candidat pour les municipales. Mais qu'est-ce qui a fait pencher la balance et avez-vous hésité avant de vous lancer dans cette nouvelle campagne ? Comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, il y a toujours une hésitation. Si je suis candidat, comme ce fut le cas dès 2008, ça n'était pas pour moi l'ambition d'être maire. Et vous savez, surtout vous, Henri Brissot, étant loir-et-cherien, comment les choses se sont passées. Donc j'avais travaillé précédemment à la reconquête de cette ville détenue par la droite, mon prédécesseur, en vue de porter des politiques publiques qui répondent mieux à nos aspirations pour garantir et sécuriser l'avenir de cette ville et de cette agglomération. Donc je suis à chaque fois dans cette hypothèse de pouvoir laisser la main si mes collègues considèrent que c'est le moment, qu'il faut assurer certes la continuité, mais tourner une page. Et moi, Marc Gricourt, maire de Blois, je suis là en responsabilité, je suis dans un engagement depuis le début. Celles et ceux qui me connaissent pourraient l'affirmer, le confirmer. Je ne suis pas là pour moi. On peut faire des tas de choses dans la vie. Et mon engagement a véritablement été motivé depuis toujours, et il l'est encore aujourd'hui, par la passion que j'ai de Blois et par la stimulation que j'ai dans l'action publique pour faire que cette ville, au service des Blésoises et des Blésois, eh bien, soit une ville qui continue à être reconnue dans la région et qui continue à se développer, à s'inscrire dans une dynamique positive pour être attractive et garantir une qualité de vie. Et alors comment cette fois les Blésois peuvent-ils avoir la certitude que vous irez au bout de votre mandat, puisqu'on se souvient qu'en juin 2024, vous aviez été très tenté pour être candidat à la députation. Vous n'avez pas été candidat du fait de négociations à gauche, plutôt parisiennes, on va dire. Olivier Faure avait cédé la circonscription de Blois à la France Insoumise. Vous nous direz d'ailleurs si vous lui en voulez. Mais est-ce que cette tentation de l'Assemblée pourrait revenir ? Et du coup, dans ce cas-là, délaisser le mandat de maire ? Alors, en 2024, lors de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République le soir du résultat des élections européennes, nous étions dans une situation si particulière, avec des enjeux politiques aussi particuliers, le risque de l'arrivée au pouvoir national de l'extrême droite, et donc il y avait une responsabilité pour les élus républicain dont je suis. Ce risque existe au moins autant aujourd'hui. Et donc, à 1 an et demi des municipales, nous avons, là aussi collectivement, et après ce fut ma décision, considéré que je pouvais jouer un rôle positif dans cette circonscription de Loir-et-Cher pour battre le Rassemblement national et porter les couleurs de la gauche. Les décisions nationales, vous les avez rappelées, ont été ce qu'elles sont. Aujourd'hui, à l'évidence, s'il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale avant les municipales, je ne serais pas candidat aux législatives. Ma priorité a toujours été Blois. Ma priorité aujourd'hui est de faire en sorte, à quelques mois des municipales, que nous puissions garantir tout ce qui a été engagé depuis 2008, que ce soit en termes de dynamique d'investissement, au profit de politiques publiques qui, pour certaines, seraient remises en cause par certains de mes opposants. Mais est-ce qu'un an plus tard, il peut y avoir de nouvelles législatives en 2027, c'est assez probable. Est-ce que vous pourriez de nouveau être tenté ? Aujourd'hui, je vous dis avec sincérité, le fond de ma pensée, mon état d'esprit, c'est non. C'est non parce que j'ai eu la chance d'être en responsabilité élective de 2004 à 2014 au Conseil général à l'époque, Conseil départemental. J'ai eu la chance d'occuper à 3 reprises cette responsabilité municipale. Et quand on rappelle le nombre d'années, les années passent et qu'il faudra à un moment, ça va rassurer certaines ou certains de mes opposants, ou certaines Blésoises et certains Blésois, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Donc,
là, c'est ma dernière candidature, ce sera ma dernière élection et ce sera mon dernier mandat. Henri. Alors depuis 2008, vous avez toujours réussi à faire l'union de la gauche avec les écologistes et les communistes. Est-ce que vous savez si cette alliance sera de nouveau possible en mars prochain ? Alors, j'avoue être un peu ennuyé de devoir répondre à votre question, puisqu'il semblerait que vous n'ayez pas, vous, journaliste, la réponse de ce qu'est la décision de ce collectif constitué de personnalités non encartées, de personnalités du mouvement écologiste et du mouvement Génération. Mais je suis obligé de vous répondre, puisque moi j'ai la réponse depuis 3 semaines. Le collectif s'est prononcé en faveur d'une liste autonome. Je voudrais préciser que les écologistes, mais j'imagine que vous aurez un point presse avec eux, je l'espère, pour qu'ils clarifient leur position. Il semblerait que les écologistes encartés, très majoritairement, se sont positionnés pour une liste d'unité. Écoutez, j'en prends acte, ça m'attriste. Ça me questionne dans un contexte national où l'on a le risque de l'arrivée au pouvoir d'une extrême droite, où l'on a à côté une droite ou des droites et la Macronie qui sont dans un état de grande fragilité. Et donc l'alternative politique dans ce pays, pour le redressement du pays, c'est, de mon point de vue, j'en suis convaincu, la gauche. Mais la gauche, elle ne peut accéder aux responsabilités que dans l'unité, en tout cas au niveau national. Donc cette stratégie, elle n'est pas cohérente avec les positions de nos formations politiques nationales. J'en prends acte. On précise bien, vous n'aurez pas d'écologistes sur votre... J'aurai des écologistes sur ma liste, pas forcément des personnalités encartées, et notamment 2 d'entre elles qui sont aujourd'hui dans le groupe des écologistes dans ma majorité municipale, qui ont fait le choix de rester dans une dynamique d'engagement à nos côtés. Et puis une liste, certes, c'est la représentation de formations politiques de gauche. Je rassemblerai toujours l'essentiel, voire la totalité des autres formations de gauche aujourd'hui, mais avec des personnalités, des femmes et des hommes qui ne sont engagés dans aucune formation politique. Et d'ailleurs, la majorité des élus depuis 2008, et ce sera le cas l'année prochaine, sont des personnalités qui ne sont pas encartées. Et parmi ces personnalités, nous aurons aussi des femmes et des hommes très sensibles aux questions environnementales, aux questions écologiques. Mais j'allais dire, nous avons aussi, dans l'action, fait la preuve de notre sensibilité, de notre préoccupation à ces questions environnementales et écologiques. Et nous avons porté depuis 2008 des politiques publiques, on pourra y revenir, qui le confirment. On va juste sur l'aspect purement politicien, c'est-à-dire que la composition... Est-ce que ce n'est pas un aveu un peu d'échec en creux, cette annonce que vous nous faites, de la composition plurielle qu'avait votre majorité jusqu'ici? Alors, ça n'est pas de mon fait, puisque nous avons travaillé depuis de nombreux mois à cette perspective de maintien de l'unité à laquelle je suis attaché et qui a été confirmée en 2008, en 2014, en 2020. C'est la décision du collectif dans lequel sont présents des représentantes et représentants du mouvement écologiste et du parti Génération. C'est leur décision, c'est leur responsabilité. Ce que nous avons en commun, c'est le bilan d'un exercice municipal depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, et j'espère jusqu'en mars prochain, qui s'est appuyé sur un travail... Vous avez un doute? Il pourrait quitter la majorité d'ici? Je ne sais pas, j'attends leur déclaration officielle. Donc nous avons en commun un travail qui nous a amené à présenter un projet municipal à chaque échéance aux Blésoises et aux Blésois. Nous avons en commun d'avoir respecté ces engagements, même d'être allé au-delà de ces engagements. On pourra peut-être aussi l'évoquer sur des mesures précises et concrètes. Donc nous sommes redevables ensemble de ce bilan. Donc c'est une incompréhension et je pense que les Blésoises et les Blésois attachés aux questions environnementales, écologiques, face aux enjeux climatiques, eh bien, partageront ce questionnement et cette incompréhension. Henri. Alors, parlons maintenant du tandem que vous formez avec Christophe Degruel depuis 17 ans maintenant. Est-ce que ce binôme... Christophe Degruel, le président d'Aglopolis. Président d'Aglopolis.
Est-ce que ce binôme sera reconduit? Et est-ce que vous êtes finalement d'accord sur tout? Alors, quand on parle de tandem, nous l'avions d'ailleurs concrétisé par un déplacement, une annonce de candidature à l'époque en tandem sur un vélo tous les deux. Donc depuis, on a parcouru des milliers de kilomètres. On a dû être confronté aussi à des difficultés dans ces kilomètres parcourus qui ne nous incombaient pas à nous. La crise Covid, l'inflation, les réductions sous la mandature de François Hollande des dotations, le plan Cahors imposé par le président Macron et ce gouvernement de l'époque, les contraintes budgétaires qui nous sont imposées aux collectivités depuis. On a traversé tout ça. Et pourtant, on a porté ensemble une dynamique d'action pour la ville-centre, la ville-préfecture et l'agglomération. D'ailleurs, à chaque fois que l'on travaille sur notre projet présenté aux Blésoises et aux Blésois, on ne distingue pas ce qui relève des compétences de la ville ou de l'agglomération. Et beaucoup de politiques publiques qui ont été impulsées, confortées, engagées à l'agglomération par Christophe de Gruel et l'ensemble des élus d'Aglopolis ont été, pour beaucoup, impulsés par la majorité blésoise et son maire en particulier. Donc pourquoi changer ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné, ce qui est aussi une particularité, puisque nous avions relevé ce défi de démontrer que nous étions capables, dans une approche moderne de l'exercice politique, de partir en tandem et de se partager les responsabilités, un à la ville, à l'agglomération. Donc c'est quelque chose qui va s'engager à nouveau et qui, j'espère, démontrera que nous avions eu raison de cette démarche. Alors oui, Malik Benakcha, qu'on a reçu ici même dans cette émission en campagne, parle de système Gricourt. Il pointe un manque de renouveau, parfois des connivences, des habitudes, on va dire. Tout ça ressort peut-être d'un risque d'usure. Est-ce que vous ne craignez pas de solliciter le mandat de trop? Et sinon, pourquoi? Écoutez, moi, je suis respectueux du fonctionnement des institutions. Et donc, une échéance électorale est un moment démocratique important. Si majoritairement les Blésoises et les Blésois considèrent qu'il y a une insatisfaction du bilan que nous avons porté, qu'il y a une non-reconnaissance dans ce que peut être ma façon de porter la responsabilité et qu'ils n'ont plus confiance dans ce que l'on peut proposer demain pour les années qui viennent de cette mandature nouvelle, je serai respectueux, je suis profondément... Mais c'est pas le... C'est quoi le nouveau souffle? Parce que là, vous nous dites on va repartir en tandem avec Christophe de Gruel. Vous nous dites, alors, certes, vous savez, on n'aura pas la même proposition, mais c'est pas de mon fait, je le regrette, ce sont les écologistes qui s'en vont. C'est quoi la nouveauté que vous allez proposer? La nouveauté, soyez patients, vous aurez, comme à chaque échéance, la présentation d'un projet municipal qui intégrera des propositions dans toutes les politiques publiques dont nous avons la responsabilité pour la ville-préfecture, pour l'agglomération, et donc ce sera la démonstration, et je crois la meilleure démonstration, que d'une part, nous ne sommes pas usés, que nous avons toujours une capacité à nous réinterroger, à proposer de nouvelles dynamiques, et je crois que c'est ça. Et la démonstration, elle se caractérise par le respect des engagements que nous prenons. Donc voilà, je crois qu'après, sur le nombre de mandats, il faut être raisonnable. Mais je vous l'ai dit, assurément, ce sera ma dernière candidature. Donc, toutes celles et tous ceux qui aspirent à ne plus voir Marc Gricourt maire de Blois seront satisfaits dans quelques années. Je les rassure. En dehors de cela, je crois que c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. On peut être un peu plus âgé que certains de mes concurrentes ou concurrents et en fait être plus jeune dans les idées politiques pour être en capacité de mieux affronter les défis auxquels nous sommes confrontés sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan économique. Voilà, donc je me sens évidemment avec l'âge que j'ai, mais toujours aussi jeune et en capacité de porter une ambition toujours moderne, j'allais dire, pour notre territoire. Une dernière question politique, Henri. Alors, division à gauche, mais division à droite et au centre aussi. Est-ce que cela fait vos affaires? Alors, je ne considère pas que je vais être dans une division à gauche. En dehors de la décision de ce collectif, on l'a rappelé, il y a des personnalités qui sont aujourd'hui dans le groupe
écologistes qui ont fait le choix de rester avec nous. Et je rassemble toutes les formations de gauche existantes au-delà de ce qu'était la réalité en 2020, puisqu'il y a aussi une évolution en France des formations politiques. Donc je peux vous l'assurer aujourd'hui, nous aurons des représentantes et représentants du Parti socialiste, représentantes et représentants du Parti communiste, représentantes et représentants de Place publique, ça c'est nouveau, et représentantes et représentants du Parti radical de gauche. C'est nouveau cette fois aussi, puisque la dernière fois, ils avaient fait alliance avec le MoDem et les macronistes. Donc je réunis en dehors des écologistes toutes les formations de gauche, mais cela n'aura pas d'impact sur le volontarisme et les dynamiques que l'on poursuivra sur ces questions, notamment environnementales. Avec la possibilité d'une fusion. Ah, écoutez, alors vous connaissez, je pense, ma position. Je considère que les fusions entre deux tours ne sont pas quelque chose de souhaitable. On a, avant le premier tour, une dynamique qui se crée avec des femmes et des hommes qui s'engagent, qui travaillent sur notamment la finalisation d'un projet municipal. En tout cas, c'est ma façon de travailler. Et puis, on va faire campagne. Et on porte une ambition et on se projette dans la responsabilité municipale et d'agglomération. Et entre les deux tours, on dit à certaines et certains, eh bien, écoute, tu n'as pas démérité dans cette campagne, mais il va falloir que tu laisses ta place. Donc, sauf catastrophe électorale, je ne suis pas favorable à une fusion au deuxième tour. Donc, laissons passer le premier tour. Le message est clair. Vous vous dites qu'il n'y a pas de division à gauche, mais en fait, le message aux écologistes, c'est vous n'êtes pas venus au premier tour, vous ne viendrez pas au second. C'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité et ils connaissent ma position depuis toujours. Donc, chacun assume ses responsabilités. Nous assumons les autres. Moi, ma responsabilité, c'est de toujours rechercher l'unité maximum de la gauche, ce sera le cas, et d'ouvrir, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, que les partis politiques, et d'ouvrir à toutes ces femmes, ces hommes qui ne sont encartés dans aucune formation politique, qui se reconnaissent dans notre action, qui se reconnaissent dans nos valeurs, et qui ont envie de s'engager. Et je crois que c'est ça aussi, le rassemblement maximum de femmes et d'hommes qui représentent au mieux ce qu'est la réalité de la société blésoise. Je crois que je serai encore en capacité, en 2026, comme les précédents scrutins, de démontrer que je peux le faire. Et la division à droite, elle fait vos affaires ? Alors, écoutez, on a suffisamment de soucis à gérer à gauche pour analyser la division à droite. La division à droite, elle peut questionner. Quand on sait que, en dehors du Rassemblement national, toutes les formations de droite, en tout cas qui siègent au Conseil municipal de Blois, étaient jusqu'il y a quelques semaines en soutien d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs, puisque un de mes adversaires qui représente LR a un de ses mentors qui est M. Retailleau. M. Retailleau était ministre il y a quelques semaines. Donc là, dans une situation où certains quittent le navire, j'ai envie de dire, celles et ceux qui se situaient plus au centre, quittent le navire parce que, le MoDem, les macronistes ne sont pas dans une période où ils ont une opinion très favorable en France. C'est comme ça, on a connu ça, je l'ai connu en tant que membre du Parti socialiste, et d'ailleurs je reconnais à une de mes concurrentes, Madame Desjonquers, la fidélité à ses idées, sa droiture. Elle ne quitte pas le navire, elle assume et elle fait sa liste, ce qui est cohérent d'ailleurs quand on a une hyper-droitisation de certains mouvements politiques à droite, elle ne peut pas se reconnaître. La liste de M. Benakcha participe à cette droitisation, et puis on s'arrêtera là. Ouais. Vous considérez qu'il participe, lui, sa liste, sa candidature, à cette droitisation de l'espace public actuel ? Écoutez, moi je vous invite simplement à regarder, à écouter ce que sont ces déclarations publiques, notamment en conseil municipal. Il y a des sujets majeurs sur lesquels je ne l'ai pas entendu. Quand on a, par exemple, des situations qui concernent les sujets de l'immigration, l'accueil de familles qui sont dans la rue, etc. Il n'a pas d'expression et il confirme qu'il se reconnaît dans les positions politiques de messieurs Darmanin, de messieurs Retailleau, des personnes
si l'on veut comparer entre les formations politiques où il n'y a qu'une feuille de papier à cigarette avec ce que peut être la position du Rassemblement national, de l'extrême droite française. Bon, écoutez, c'est leur responsabilité, mais en tout cas, moi je suis quelqu'un qui a toujours assumé ses idées, ses valeurs, qui n'est pas un béni-oui-oui, et mon parti politique le sait, mais pour autant, je crois qu'en politique, il faut de la droiture, de l'honnêteté intellectuelle, et là, on s'aperçoit que malheureusement, dans cette période nationale d'instabilité, certains quittent le navire au détriment de ce que sont leurs véritables valeurs, j'imagine. Allez, on a bien compris quels étaient les enjeux politiques de votre candidature, mais que proposez-vous, Blaise Bouan s'intéresse à votre programme, aux défis que vous allez devoir relever. C'est un thème incontournable à Blois. Vos adversaires ne manquent pas de vous attaquer sur cette question. C'est celui de la vitalité des commerces et des difficultés rencontrées pour éviter les cellules vides. Par exemple, 14 commerces sur les 70 que compte la rue du commerce sont fermés pour insalubrité. Malgré tout, les chiffres de la ville rappellent que 90% des 587 cellules commerciales au cœur de ville sont occupées, selon donc vos chiffres. Henri. Alors la problématique de la vacance commerciale occupe une place centrale dans cette campagne. Elle semble même cristalliser toutes les critiques. Pensez-vous en avoir fait assez pour lutter contre cette vacance commerciale ? On n'en fait jamais assez. Vous avez raison, et à travers des données factuelles, de rappeler ce qu'est la réalité blésoise, avec un taux d'occupation des cellules commerciales à 90%. On est en France, dans les villes dites moyennes, et je siège au conseil d'administration de Ville-de-France qui fédère toutes les villes de 10 000 à 100 000 habitants. On est aujourd'hui sur un taux de vacances moyen à 11%, avec des pics jusqu'à 15-16%. À Blois, nous sommes aujourd'hui donc dans cette moyenne basse, qui s'est relevé depuis 2 ans, comme partout en France, suite à l'impact de l'inflation et de la difficulté du pouvoir d'achat de beaucoup de Françaises et de Français. Ça n'est pas satisfaisant, c'est préoccupant, mais ça démontre aussi que tout ce que nous avons pu porter, pas seul d'ailleurs, avec les représentants des commerçants, les vitrines de Blois, avec la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons pu maîtriser un peu mieux peut-être qu'ailleurs les flux de population qui viennent en centre-ville, notamment, en tout cas c'est l'objectif que l'on recherche, pour consommer. Donc il y a cette réalité, il y a des secteurs qui sont particulièrement touchés, c'est l'équipement de la personne, l'habillement, et là on sait que c'est national. C'est national et c'est lié à des évolutions de mode de consommation. L'impact d'Internet, c'est aussi générationnel. Donc moi, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de marche arrière. Donc on pourra toujours, et je l'espère, et je le crois, conserver une offre d'équipement de la personne dans nos centres-villes, mais ce ne sera plus jamais comme c'était il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Pour autant, il faut aussi essayer de mieux répondre aux attentes des consommateurs et consommatrices, des habitants. C'est, on le sait aujourd'hui, la recherche en centre-ville, d'animation, de restauration, de pouvoir partager un temps avec ses enfants, etc. Et donc, c'est tout l'enjeu de l'engagement d'une municipalité, et là, je crois que nous avons fait la preuve de notre volontarisme, sur l'embellissement du centre-ville, sur les réaménagements de cœur de ville, depuis Blois-Vienne jusqu'à la gare. C'est mettre le paquet sur les animations. Alors, il y a un élément quand même qui différencie Blois de beaucoup d'autres villes de même taille en France, c'est que nous avons la chance d'avoir une vraie dynamique d'économie touristique qui est liée à la richesse patrimoniale de Blois, notre château qui est la première locomotive, des musées ou sites d'animation, Maison de la Magie, Fondation du Doute, dont je suis à l'origine, Maison de la bande dessinée, dont je suis à l'origine, etc., et qui crée une attractivité en Loir-et-Cher, et en particulier dans l'agglomération blésoise, qui est un atout formidable pour l'hôtellerie, pour la restauration et pour le commerce. Et puis, ça ne se limite pas, le commerce, à la question commerciale, c'est aussi ramener dans la ville des habitants dans le centre-ville. Aujourd'hui, le centre-ville, c'est autour de 3000 habitants. C'est une baisse importante depuis 50 ans. Tout ce que nous entreprenons pour la reconquête de logements en centre-ville, avec des opérations qui déjà ont été livrées, l'ancienne
Banque CIC BRO, l'ancienne école avenue Jean Légré, demain l'Hôtel-Dieu avec une centaine de logements, tout ça va contribuer évidemment à conforter la démographie en centre-ville. Et quand on a plus d'habitants dans un quartier, en l'occurrence ce centre-ville, c'est plus de consommateurs. Mais ça ne se limite pas au centre-ville de Blois. Enfin, vous avez une question, Henri, justement, sur la périphérie, je crois. Alors, oui, parce qu'il y a l'attrait de la périphérie qui est indéniable. Oui. Les enseignes qui quittent le centre-ville de Blois oui. pour s'y installer. Il y a des enseignes comme Cultura qui, de toute façon, ne voulaient s'installer qu'en périphérie. Pourtant, les objectifs fixés par Aglopolis, c'est priorité au centre-ville. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une contradiction entre les préconisations d'Aglopolis et les faits? Alors, réponse courte, s'il vous plaît. Alors, non, puisque nous avons fait la démonstration dès notre première mandature. Nous avons été la première municipalité, communauté d'agglomération à bloquer un projet d'extension de dizaines de milliers de mètres carrés d'Imochamps sur Blois Sud. Nous l'avons fait conformément aux préconisations du schéma de cohérence territoriale qui a été travaillé à l'échelle de l'agglomération et plus largement des 3 communautés de communes et d'agglos. Et nous avons gagné. Donc nous avons bloqué cette extension. La réalité, c'est que c'est l'histoire et l'héritage. Nous avons sur l'agglomération blésoise trop de surfaces commerciales périphériques. C'est l'histoire, on ne va pas en supprimer comme ça, on ne va pas les fermer, c'est une réalité. Donc c'est un frein, bien sûr, parce qu'il y a sur certains domaines, notamment ce qu'on évoquait, l'équipement de la personne, des concurrences, et puis des acteurs économiques qui, pour les raisons de pression des loyers, de loyers surévalués en centre-ville, pour des problématiques de locaux vétustes sur lesquels les propriétaires n'engagent pas de travaux, eh bien, se voient dans l'obligation presque de quitter leur local en centre-ville et de s'installer sur la périphérie. D'où les démarches aussi qu'on a engagées avec l'agglomération cette année d'une opération de rénovation immobilière qui va contraindre les propriétaires à rénover leurs immeubles. On va parler d'un second défi, celui de la sécurité, une priorité à droite notamment, que ce soit pour Malik Benakcha ou Mathilde Desjonquers. Avant de vous entendre sur ces questions, un petit rappel des derniers chiffres du service des statistiques du ministère de l'Intérieur avec des chiffres à la baisse, notamment sur le trafic ou les usages de stupéfiants, mais des chiffres en hausse sur les cambriolages ou les violences. Luc. Oui, Blois est une ville dans laquelle l'enjeu de la sécurité est prégnant. On se souvient tous des émeutes du début de l'été 2023, qui à Blois s'étaient traduites par l'incendie volontaire et la prise d'assaut du poste des policiers municipaux. Par ailleurs, les chiffres en attestent, la problématique du trafic de drogue est aussi importante, même si ce n'est évidemment pas une spécificité blésoise. Bref, quand on est maire, face à ça, que peut faire un maire? Et est-ce que parfois, il vous arrive de vous sentir impuissant face à ces défis-là? Alors, l'impuissance, elle est parfois une réalité et elle est liée tout simplement au désengagement de l'État et des gouvernements successifs depuis trop d'années sur ce sujet de la sécurité. Ça a commencé sous Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a supprimé plus de 60 000 postes de policiers nationaux. Et même si les gouvernements suivants, notamment sous François Hollande et un peu sous Emmanuel Macron ces dernières années, ont pris la décision de conforter les effectifs. On est aujourd'hui dans une situation qui n'a pas rattrapé l'existant du milieu des années 2000. Donc il y a cette réalité d'un État qui ne s'engage pas comme il le devrait sur une politique régalienne. Moi, je suis profondément attaché à la décentralisation, mais je suis aussi profondément attaché à faire que l'État remplisse ses missions dans le domaine de la sécurité, de la justice, de l'éducation et de la santé. Le maire est impuissant sur ces questions? Le maire n'est pas impuissant, puisque nous prenons, que nous soyons des maires de gauche, de droite, du centre, nous prenons nos responsabilités. Les responsabilités, ça a été de faire en sorte que les effectifs de police municipale soient au niveau où ils sont prévus depuis de nombreuses années, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes à 31 agents de police municipale, dont 6 agents de sécurité de la voie publique.
Nous avons fait en sorte de conforter l'action de notre police municipale dans un partenariat que j'ai souhaité dès 2008 avec l'État, en l'occurrence la préfecture et la police nationale, à travers une convention de partenariat. Une convention de partenariat qui d'ailleurs, et c'est une des exceptions françaises, que nous avons avenantée cette année pour faire en sorte que la brigade canine que nous avons créée il y a quelques années puisse être mise à disposition de la police nationale pour les questions de repérage de stupéfiants, d'armes et d'argent. Nous avons aussi fait en sorte que notre police motorisée, supprimée par l'État au niveau de la police nationale, puisse être mise à disposition. Donc on est dans cette réalité et un partenariat avec le parquet et le tribunal à travers des instances. Voilà. Est-ce que ces partenariats sur des sujets qu'on qualifiera plus mineurs, mais qui sont tout de même très impactants, comme les incivilités ou le harcèlement de rue, est-ce que là-dessus, c'est efficace? Quelles actions vous avez menées spécifiquement sur ces sujets-là? Alors, je crois que quand on parle de sécurité, il faut être prudent. Il faut être à la fois lucide et engagé. C'est bien les discours sur la sécurité. Alors, dans votre question, d'ailleurs, vous avez commencé par dire la sécurité, préoccupation de la droite. Je suis désolé, je revendique depuis toujours d'être un élu très préoccupé. Non, par contre, souvent, effectivement, d'ailleurs pas ce qu'on a dit, mais effectivement, certains, on se fait l'écho de ces questions-là, et je crois que la gauche se désintéresse parfois. Ce n'est pas une question de droite-de-gauche, c'est une question républicaine qui s'impose à nous, qui s'impose à nous. Et d'ailleurs, quand on regarde là aussi de façon factuelle, lorsque la gauche fut en responsabilité nationale, les choses se sont améliorées sur le plan de sécurité. Donc je revendique d'être un maire qui n'a pas la vérité, mais avec factuel, c'est beaucoup engagé. Donc tout ce que nous avons mis en place, nous aurons l'occasion d'ailleurs dans un bilan adressé aux Blésoises et Blésois de le rappeler, c'est du factuel. Ça ne veut pas dire que les choses vont bien et il ne faut pas s'en satisfaire, même si en effet les données chiffrées que vous avez précisées, je les confirme puisque nous avons eu une rencontre il y a un mois avec le préfet, le procureur de la République, le commissaire, et en effet c'est la tendance. On a plutôt une baisse globale, excepté alors. On a une baisse des atteintes aux personnes, on a eu une augmentation très forte l'année dernière des problématiques des violences intrafamiliales. Alors, augmentation des données chiffrées, qui ne sont pas forcément la traduction d'une augmentation, c'est plutôt que le travail de prévention, d'accompagnement que nous avons mis en place depuis des années avec tous ces partenaires et aussi les partenaires associatifs porte ses fruits et qu'aujourd'hui, on a, et tant mieux, plus facilement des déclarations de plainte par les victimes. Sans mettre en doute vos actions blésoises, c'est un phénomène qu'on retrouve nationalement. Absolument, absolument. On ne peut pas s'en satisfaire. Donc, c'est une politique publique sur laquelle il faut en permanence se réinterroger. Ça a été les nouveaux équipements de nos policiers municipaux, mais en tout cas, tant que je serai là, il n'est pas question que la municipalité se substitue à ce que sont les responsabilités de l'État. Nous ferons le maximum. Il y a encore à faire, il y a à inventer, il y a à imaginer. La situation est ce qu'elle est. Elle est moins dramatique que dans beaucoup de villes de France, mais on ne peut pas s'en satisfaire. Vous évoquiez les moyens, notamment la police municipale. Sur ce plateau, Malik Benakcha faisait des propositions. Le doublement des effectifs de la police municipale et multiplication par 3, je crois, des caméras de vidéosurveillance. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces deux propositions ? Écoutez, sur les caméras de vidéosurveillance, nous sommes à plus de 50 aujourd'hui, je crois 57 précisément. Il veut les porter à 120, je crois. Quand on arrive en responsabilité en 2008, il y en avait 8. Donc là aussi, on ne peut pas nous faire le procès d'un manque d'ambition. Moi, je n'ai jamais dit qu'on n'installera pas plus de caméras. La difficulté, quand on est en responsabilité, c'est de pouvoir avoir la capacité à le faire. Capacité d'investissement. Quand nous avions autrefois des aides de l'État pour l'investissement sur les caméras, elles sont à zéro. Et ensuite, les caméras, c'est un outil. Ce n'est pas le seul et il n'est pas suffisant pour garantir la tranquillité et la sécurité publique. C'est un outil intéressant, mais derrière, il faut des femmes et des hommes pour visualiser
Donc ce sont des dépenses de fonctionnement qui incombent aussi uniquement à la collectivité. Combien de caméras vous pensez mettre en plus si vous avez déjà... mais je n'ai pas de données chiffrées. Là aussi, c'est comme à une époque de dire on ne va pas remplacer un départ sur 2 à la retraite. Là, moi je dis peut-être que demain nous serons contraints d'installer 5 caméras supplémentaires, peut-être 10, peut-être 20. C'est un travail que nous partageons avec la préfecture et les forces de police nationale au regard de ce qu'est la réalité des problématiques de délinquance et d'insécurité, de leurs évolutions. Et sur la police municipale, plus des recrutements supplémentaires ou alors vous pensez être arrivé à un service satisfaisant? Nous sommes... Mais encore une fois, rien n'est satisfaisant. Si nous étions dans une période d'opulence financière, je serais le premier à créer des emplois dans la fonction publique pour répondre aux besoins du territoire et de la population. Dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'éducation, apporter plus de soutien à nos associations sportives et culturelles. Et dans la police, aujourd'hui, la réalité est que nous sommes sur un effectif qui correspond à la moyenne haute en France pour les villes. Nous sommes aujourd'hui à peu près un policier pour 1000 habitants, c'est ce qui est dans les données nationales. Mon adversaire fait une proposition qui est une proposition tout à fait libre et respectable, de vouloir doubler le nombre de policiers municipaux. 50 policiers municipaux, quand on sait que chargés, c'est-à-dire pour expliquer à nos auditeurs... On a d'autres thèmes à aborder. Voilà, juste, donc je vous demande d'aller au bout de 50 cette policiers municipaux, c'est 2,7 millions d'euros de dépenses de fonctionnement ressources humaines. Donc c'est irréaliste pour vous, cette proposition? Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est irresponsable sur un plan budgétaire. Allez, vous parlez du budget, justement. C'est le thème qu'on va aborder en une question, peut-être, Henri, puisque le temps avance très, très vite. C'est à vous. Vous n'avez pas relevé les taux de fiscalité depuis 2012. Au début de cette mandature, vous étiez engagé à ne pas toucher aux taux. Est-ce que vous pouvez prendre le même engagement pour la prochaine mandature? Nous avions pris cet engagement. Cet engagement était respecté après 2014 et après 2020. Et je reprends cet engagement, sauf, il faut avoir une honnêteté là aussi intellectuelle, sauf à ce qu'un gouvernement demain mette encore plus à mal les recettes des collectivités, en particulier des communes, et sauf à vouloir couper des pans entiers de l'action publique au bénéfice des Blésoises et des Blésois dans leur vie quotidienne, nous serions dans ce cas-là obligés de faire un peu plus de fiscalité. Mais aujourd'hui, mon engagement, c'est de tout faire pour maintenir cette fiscalité là où elle est. Nous en avons fait une démonstration. Il y a d'ailleurs une étude qui est sortie la semaine dernière où, sur les 10 dernières années, dans les villes de notre strate, la fiscalité a augmenté en moyenne de 37,5% sur les 10 dernières années, entre 2015 et 2020. Nous sommes, nous, à 24,4%. Alors oui, il y a une augmentation, c'est la réévaluation des bases locatives décidées chaque année par le gouvernement et votée par l'Assemblée nationale qui correspond à l'inflation. Donc il y a eu, j'allais dire, une accélération de l'évolution de ces bases en 2022, 2023, 2024 liée à l'inflation, puisque ça s'appuie sur l'inflation, ou simplement sur ces 3 années, c'est un peu plus de 13% d'augmentation de la valeur des bases locatives. Mais les taux de fiscalité sont restés stables, ce qui nous positionne aujourd'hui, contrairement à ce qu'était objectivement la situation lorsque j'ai été élu, dans la moyenne inférieure en termes de contribution foncière moyenne en valeur absolue par Blésois. Alors on va parler d'un autre thème, celui des mobilités. Ça concerne tout le monde. Il en a été question même dans le micro-trottoir. Henri, on commence par une question sur le plan cyclable. Alors oui, en matière de plan cyclable, les attentes des habitants sont très fortes, aussi bien en termes de continuité cyclable que de sécurité. Et pourtant, les freins sont nombreux. On a pu le constater lorsque vous avez tenté de créer une piste cyclable sur le pont François Mitterrand en supprimant une voie de circulation. Ça a déclenché un véritable tollé. À quoi doit ressembler la ville de demain pour que cyclistes et automobilistes puissent vivre en harmonie? Je crois que la ville de demain, elle doit être une ville qui permet de concilier tous les modes de mobilité. On a l'automobile qui continuera à avoir sa place parce qu'on a des Françaises et des Français, et surtout dans des territoires dits moyens comme le nôtre, qui n'ont pas le choix pour se rendre au travail, pour leurs activités de loisirs, etc. On a les transports en commun qui doivent
au fil du temps, occuper une place de plus en plus importante. Le réseau doit être plus dense de bus. Absolument. C'est une proposition dans la continuité de la réalité de notre engagement avec l'agglomération et mon collègue Christophe Degruel. Depuis 2008, à chaque renégociation de la délégation de services transport en commun, à partir d'un diagnostic de l'évolution de la ville, de ses quartiers, de la densité de population là où il n'y en avait pas, etc., on a remis à plat le cahier des charges pour porter auprès des candidats à la délégation de services publics des éléments leur permettant de mieux répondre. Donc c'est plus et mieux de desserts de transport en commun. La traduction, c'est l'augmentation importante factuelle, on peut vous donner des données chiffrées, de la fréquentation des transports en commun à Blois. Ça a été la mise en place des navettes, là c'est pour l'accessibilité au centre-ville et donc avec l'élément favoriser l'accès au centre-ville pour soutenir le commerce, l'artisanat, les services, etc. 2 navettes d'hypercentre gratuites qui connaissent un réel succès. Et ce matin, nous avons inauguré, la presse était présente, un test d'une 3e navette qui va partir du Jeu de Paume, où l'on a la chance d'avoir un grand parking qui peut servir de parking relais gratuit, sur des horaires qui correspondent là véritablement aux horaires de travail des salariés du privé du centre-ville ou des fonctionnaires, va les inciter à laisser leur voiture. Donc l'objectif est celui-là de concilier tous les modes de transport, de déplacement, amélioration des déplacements cyclables, amélioration, il ne faut pas l'oublier, des déplacements piétons aussi. Monsieur Grécourt, très rapidement, pour investir, ça veut dire que la gratuité des transports en commun qu'on voit émerger dans certains débats municipaux dans d'autres villes, pas à Blois. Alors, c'est un débat que nous avons d'ailleurs porté à l'agglomération, nous appuyant d'ailleurs sur l'expertise du délégataire et accompagné d'un cabinet spécialisé. Et là aussi, à l'unanimité des élus du conseil, du bureau communautaire, dans la précédente mandature et au début de celle-ci, l'avis a été négatif sur la mise en place d'une gratuité. Du part, il y a un impact budgétaire pour la collectivité. On a compris. Et je crois, moi, je défends plutôt garder des marges de manœuvre pour améliorer, développer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gratuité, puisqu'on a la gratuité des transports scolaires, la gratuité des navettes et, chose majeure, des tarifications sociales et solidaires qui ne sont pas du tout un frein à l'accès au transport en commun des familles moyennes, revenus moyens ou plus fragiles. Comment faire pour que les actifs prennent le bus? Parce qu'à Blois, comment faire pour que les actifs prennent le bus? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors il y en a, on en connaît, il y en a. Je pense qu'on peut aller plus loin. Après, c'est une question de mentalité, surtout dans les territoires dits moyens. Autant dans les métropoles, c'est facile parce qu'il y a des réseaux de transport en commun qui sont beaucoup plus performants, et ça s'entend, les raisons pour lesquelles c'est la réalité. Donc il faut, d'année en année, mais il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire que l'ambition qu'on a affichée dans les précédentes mandatures, qui sera confirmée dans celle-ci, permet aussi de sensibiliser les habitantes et les habitants, j'ai envie de dire dès le plus jeune âge, à travers les transports scolaires, à l'usage des transports en commun pour diminuer la place de la voiture et améliorer la qualité de vie aussi. Vous parliez de la voiture, il y a un serpent de mer à Blois, c'est la question de la 2e sortie d'autoroute. Une question simple, une réponse rapide, oui ou non? Projet enterré, comme le dit le président de l'agglomération et beaucoup d'autres élus, projet archaïque, puisqu'on sait aujourd'hui que la dynamique d'un territoire n'est pas liée au nombre de sorties ou d'entrées d'autoroute. On a des exemples en France. Et d'ailleurs, la meilleure démonstration, c'est que Cofiroute a donné un avis négatif sur cette hypothèse. Allez, on parle des équipements avec vous, Luc, rapidement. Je suis désolé. Oui, on va aller très vite. On va faire cette éthique projet théâtre. Vous maintenez votre projet ou est-ce que, beaucoup le jugent dispendieux, et donc dans le contexte budgétaire actuel, est-ce que vous pourriez être contraint à le décaler dans le temps? Alors, projet dispendieux, c'est un projet structurant qui a un coût en effet important puisqu'on est sur un projet à 20 millions d'euros. Là aussi, vous avez capacité en tant que journaliste à faire des investigations, aller voir dans d'autres villes le prix moyen. On n'a pas dit qu'il était trop cher, on a dit qu'il était d'un théâtre. C'est un projet qui a le soutien du ministère de la Culture avec l'engagement sur le contrat de plan État-région. Donc, ministère de la Culture, 4 millions d'euros, conseil régional, 4 millions d'euros et possiblement d'autres collectivités et la communauté d'agglomération. Au final, sur ce projet structurant pour le département de Loir-et-Cher au cœur
de ce département dans les préfectures. Le reste à charge pour la ville de Blois, c'est entre 5 et 6 millions d'euros. Vous maintenez le calendrier, il n'y aura pas de décalage. Ce projet est engagé, le calendrier est respecté. Nous avons eu la remise de propositions de 3 candidats. L'arbitrage définitif, le jury, se fera fin mars, début avril, et donc un début d'engagement des travaux à la fin de l'année 2026, début 2027. Donc c'est un projet structurant qui va nous permettre aussi, du coup, de pouvoir faire en sorte que la halle au grain qui héberge aujourd'hui la scène nationale soit un équipement consacré de façon plus importante au tourisme d'affaires. On a la chance d'être une ville très attractive sur le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, ce sont des recettes, c'est de la consommation, c'est de l'hôtellerie, et donc c'est évidemment positif pour l'économie locale. Luc. La salle du jeu de pommes, ici même, Malik Benakcha laissait entendre que la jauge était un peu contrainte pour la Dablois. Avez-vous des regrets sur le dimensionnement de la salle ? Non, le regret qu'on pourrait avoir, c'est de ne pas avoir été en capacité de porter cet équipement qui était attendu et indispensable à l'échelle de notre agglomération, voire pour le département. Donc ça a été parmi les premiers projets avec l'agglomération, et beaucoup de maires de l'agglomération qui ont soutenu ce projet. Ça a été l'un des premiers projets sortis de terre, avec aussi un équipement majeur sur le plan sportif, le centre aquatique. Si donc pas de regret. Pas de regret. Ensuite, la jauge, ça a été aussi partagé, travaillé. Donc c'est facile d'exprimer des regrets. On peut avoir des regrets, hein, et j'en ai, peu, mais j'en ai. En tout cas, voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir porter des projets structurants pour un territoire, pour garantir tout simplement son attractivité, son rayonnement, et répondre aux besoins, là en l'occurrence actuellement du club de basket. Il arrive quand même que le président de la Dablois dise qu'il aurait aimé que ce soit plus grand. On a partagé avec le président, bien sûr, on peut tous regretter. Moi, je regrette qu'on ait, dans ce qui avait été préparé par mon prédécesseur, président de l'Agglo à l'époque, dans le projet de nouveau centre aquatique, la suppression et la fermeture de la piscine Saint-Jean. Aujourd'hui, même si le projet de l'agglomération a été ambitieux, on risque à court terme de se retrouver dans une saturation, notamment pour répondre à l'apprentissage de la natation. C'est un de mes regrets comment dirais-je, de n'avoir pas remis en question ce qui avait été prédestiné par nos prédécesseurs. Bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est un regret. Mais on ne peut pas avoir le regret, comme c'est exprimé par certains de nos concurrents, d'avoir porté des équipements structurants pour le territoire. Ces équipements, aujourd'hui, sont non seulement reconnus, mais aussi très utiles. On arrive au terme de cette émission. Marc Gricourt, vous allez travailler le temps d'1 minute, le temps de lancer ce chronomètre. Vous allez regarder la caméra qui est face à vous et dire à ceux qui nous regardent, Blésois, pourquoi se porter vers votre candidature. Le temps de lancer le chronomètre qui arrive. J'imagine. Le voilà. C'est à vous, Marc Gricourt. Écoutez, l'objectif de ma candidature, qui est certes une candidature individuelle en tant que tête de liste, mais qui est une candidature collective, c'est de faire en sorte que nous puissions sécuriser, garantir ce que nous avons mis en place à la ville de Blois, à l'agglomération, dans des politiques qui sont essentielles dans le quotidien de nos concitoyens. Garantir tout cela. Faire en sorte que nous puissions continuer à développer certaines politiques publiques, faire en sorte que nous puissions garantir et sécuriser l'avenir. Ça passe par la garantie des services publics, pour le portage de politiques publiques qui sont essentielles au quotidien, je le disais, des habitantes et des habitants. C'est garantir la vie associative qui joue un rôle majeur, là aussi, dans le quotidien des Blésoises et des Blésois. Et je l'ai dit, c'est ce qui motive mon engagement. Blois est ma passion, les Blésoises et les Blésois sont ma motivation, sont mon carburant. Moi, je ne suis là que pour cela. En tout cas, nous continuerons à porter une ambition pour ce territoire. Merci Marc Gricourt d'avoir accepté notre invitation. Merci messieurs pour votre participation. Merci. Cette émission est à voir et à revoir sur Val de Loire TV, le site de Val de Loire TV et le site de la Nouvelle République. Vous pourrez lire le compte-rendu de cette émission dans les pages de votre journal préféré, et ce, dès demain. Notre prochaine émission aura lieu le 18 novembre. Ce sera avec Mathilde Desjonquières. J'arrive au bout de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt.